Bonjour et bienvenue à Cyberculture sur la radio ici et maintenant 95.2. Aujourd'hui on va parler création 3D avec les outils open source. Salut à toi François. Bonjour William. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Je suis très content d'être ici. On va voir, on va développer cette émission aujourd'hui, on va parler 3D avec toi. Je te remercie d'être venu pour expliquer tout ça, peut-être créer des nouvelles passions dans le domaine de la 3 dimensions, bien sûr dans le domaine de l'open source, parce que c'est pour ça aussi, tu m'as expliqué un petit peu en off tout à l'heure, même depuis quelques jours, que tu utilisais énormément d'outils et fortement intéressants dans le domaine professionnel, et on revient tout de suite après le générique de Cyberculture sur la radio ici maintenant 95.2 Paris FM. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture, donc on parle d'informatique et plus spécialement parce que j'aime bien parler d'open source et aujourd'hui on va parler de 3D, de création 2D, d'animation et je suis avec François. Comment ça va ? Ça va. Voilà, c'est introduction Matrix en plus, ça c'est génial pour présenter de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je rappelle aussi qu'on a un chat sur la radio ici maintenant, chat.rim952.fr. Tout simplement vous vous connectez soit à partir de notre site et si vous savez taper les noms de domaine, le nom du site sur la barre d'URL de votre navigateur, félicitations, vous êtes un geek parce que voilà, c'est tout simplement, il n'y a pas de règle, vous mettez juste un nom d'utilisateur, pas de mot de passe, si vous pouvez mettre le prénom, un pseudo, un nickname, ce que vous voulez. Donc je vais te laisser te présenter dans le cours de cette émission tout au début. Donc qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais dans le domaine professionnel ? On t'écoute. Donc je me nomme François Grassard, je travaille dans le domaine de l'audiovisuel et plus particulièrement de la 3D depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai fait initialement des études liées à l'audiovisuel avec un BTS audiovisuel qui m'a apporté vraiment les bases de ce métier, qu'est-ce qu'est la vidéo, le traitement du signal, ce genre de choses. Et puis, je suis ensuite passé par l'université de Paris 8, et notamment la section Arts et technologies de l'image, qui m'a vraiment apporté énormément de choses, puisque c'est une section qui a une particularité mondiale, si je puis dire, puisque elle permet d'apprendre l'utilisation des logiciels existants, aussi bien 2D que 3D, mais aussi à programmer les siens. Donc ça m'a permis de développer cette double compétence à la fois
au niveau de la programmation, au niveau du graphisme, de par l'utilisation des logiciels existants. Double compétence que j'avais eue déjà depuis de nombreuses années, puisque j'ai un papa qui m'a mis devant une machine très très tôt, vers 6-7 ans, et puis une maman qui était passionnée des arts graphiques. Donc je ne suis que la résultante de ces nombreuses années. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'open source assez tôt en fait, parce que c'est vrai que j'ai commencé à faire un petit peu de graphisme sur des machines comme l'Atari ou l'Amiga à une époque où le PC et le Mac n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui et où on n'a plus trop le choix aujourd'hui entre ces deux mondes, à part Linux qui vient rajouter quand même un petit peu de gaieté au milieu de tout ça. Et donc la diversité, la recherche, ce genre de choses sont des éléments qui m'ont toujours attiré dans la production audiovisuelle et graphique en particulier. Et j'ai commencé donc à m'intéresser aux logiciels libres orientés vers le graphisme, et notamment à Blender, donc, que j'utilise maintenant depuis environ 5 ou 6 ans. Donc, on en parlera au cours de l'émission. Blender qui est donc... un logiciel donc pour faire de la création 3D. De la création et 3D, de l'animation. Tout à fait, qui est en fait une sorte de boîte à outils un peu généraliste, puisque il permet en fait de gérer à peu de choses près, avec l'inclusion d'autres logiciels libres, notamment orientés vers la 2D, de gérer un projet en fait de A à Z, de la conception initiale, en passant par la modélisation, l'animation, jusqu'au montage, voire dans une certaine mesure au traitement du son. Donc c'est vraiment une boîte à tout faire qui est devenue en fait depuis 4-5 ans mon logiciel 3D principal, puisque j'ai travaillé préalablement sur des logiciels comme Maya, 3ds Max ou Softimage XSI, et même s'il m'arrive encore aujourd'hui de les utiliser, depuis que je suis passé indépendant il y a maintenant 3 ans, c'est devenu mon logiciel 3D de création principale que j'utilise en adéquation avec d'autres logiciels, notamment pour le compositing. D'accord, donc ça c'est et aujourd'hui donc là, par rapport à ta carrière, donc là tu parles de cette évolution, c'est de père en fils. Hein, on peut dire ça, oui. T'avais les mains dedans quand t'es tombé dedans quand t'étais petit. Tout à fait. Tout simplement, au sens où sur cette évolution, t'en as fait tes études. Oui. Et t'en as fait ta passion, parce que je le sens par le fait de comment tu discutes et quand tu mets les choses en avant, t'en as fait ta passion. J'en ai fait ma passion et j'ai eu la chance d'en faire mon métier, ce qui est quelque chose qui n'est pas toujours donné à tout le monde malheureusement, et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement continuer, de ne pas voir finalement une certaine césure entre ce qui était uniquement ma passion et ce qui est devenu mon métier par la suite. Oui, tout à fait. Ok, donc par rapport à ça, donc aujourd'hui tu travailles pourquoi pour les médias, tu m'as dit. Je travaille pour les sociétés de production, pour les chaînes de télévision aussi, pour lesquelles je fais donc à la fois du graphisme et du développement, puisque j'ai continué à développer cette double casquette depuis des années, et j'essaye de plus en plus d'inclure les logiciels libres dans ma manière de travailler, et je me rends compte que ça prend place petit à petit quand même dans le domaine de l'audiovisuel de manière générale. C'est parfois difficile parce que ça demande pas mal de remise en question d'un point de vue technique parfois de par les gens qui sont là pour gérer la technique, je me rends dans des structures assez imposantes, donc c'est pas toujours facile de tout balayer et de tout changer, ce qui n'est d'ailleurs pas le sujet, puisque même si j'utilise énormément de logiciels libres dans la façon dont je travaille, je n'abandonne pas des logiciels propriétaires qui sont parfois tout simplement indispensables. On assimile généralement l'avantage des logiciels libres par rapport uniquement à la gratuité. Je dois dire que c'est pas forcément la chose qui m'intéresse en premier, parce que si à un moment il y a un logiciel qui est payant, qui est propriétaire et qui fait le boulot beaucoup mieux qu'un logiciel libre, pourquoi s'en passer, voilà. Mais la part du logiciel libre dans la production audiovisuelle doit être de plus en plus importante parce qu'elle a beaucoup de choses à nous amener. À quel sens au fait que ce soit open source, le fait que ce soit, c'est pas forcément la gratuité, parce que l'open source, il y a même eu l'émission un petit peu juste avant nous qui en parlait en disant que quels sont ses avantages, parce qu'on va quand même rebondir là-dessus. Alors les avantages que j'y vois, principalement de par justement la partie développeur de mon travail, mais pas seulement, c'est tout simplement le contact direct avec les gens qui le font. Et c'est vrai que depuis des années, avec des logiciels parfois propriétaires, mais dont le problème n'est pas forcément qu'ils soient propriétaires, mais qui appartiennent à des corporations assez imposantes, on a du mal en fait à avoir un lien direct avec les gens qui font les logiciels, d'avoir vraiment un discours purement technique. Ayant été directeur technique et chef de studio à une époque, mon travail était de trouver des solutions techniques à des problèmes très précis, et
le fait d'être parfois limité dans la discussion qu'on peut avoir avec les créateurs du logiciel était un frein et un problème, et surtout l'impossibilité de finalement mettre nous-mêmes les mains dans le cambouis pour peut-être résoudre des problèmes qu'on avait et qu'on ne pouvait pas résoudre de notre fait. Et le fait de pouvoir directement contacter les développeurs, je prends le cas de Blender par exemple, qui est un cas qu'on va particulièrement évoquer ici, c'est un réel avantage de pouvoir envoyer un mail au grand Manitou de Blender, lui dire ce serait bien d'avoir ça, et puis au final d'avoir une oreille attentive de l'autre côté, une écoute qui nous dit oui, si on apporte les arguments bien évidemment qui vont avec. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec ces gens-là, de leur dire quelles sont nos attentes, et au final de participer à l'évolution du logiciel en lui-même. D'accord, donc ce que tu parles, on va parler donc de contact avec les développeurs. Donc dans la vidéo, il y a de la programmation. Il peut y avoir de la programmation, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'utilisation. L'utilisateur du logiciel libre peut être un utilisateur purement graphique, ou parce que c'est son métier, ou parce que c'est son hobby, on en a parlé tout à l'heure, mais il peut aussi avoir une certaine implication dans le développement du logiciel en lui-même. Quelqu'un qui effectivement aurait des connaissances en programmation, rien ne lui empêche de coder une partie du logiciel qui pourrait lui manquer, et par conséquent, comme c'est quand même le but du logiciel libre, de reverser cette participation à la communauté afin que tout le monde puisse en profiter. Et c'est ça véritablement qui fait la force de ce genre de logiciel. C'est l'intégration parfois de nouveaux concepts qui prennent énormément de temps parfois à être intégrés dans des logiciels qui sont dans des corporations à l'organisation un peu plus lourde, dirons-nous. Il y a chaque année une grande messe des images de synthèse qui s'appelle le SIGGRAPH, qui se passe généralement à Los Angeles, si je me souviens bien. Et chaque année, des labos de recherche publient des papiers qu'on appelle les proceedings, qui expliquent un peu toutes les choses sur lesquelles ils ont travaillé cette année-là, et ils publient donc le résultat de leur recherche. Avant de voir l'inclusion de ce type de nouvelles technologies dans un logiciel tel que Maya, par exemple, il faut parfois attendre 1 voire 2 ans. Un logiciel comme Blender, parfois, on peut se rendre compte que quelqu'un s'y intéresse, et puis au bout de 2 semaines, il y a déjà quelque chose qui est là. Donc il y a vraiment une réelle réactivité, une réelle interaction dans ce monde des logiciels libres, et c'est ça qui m'attire, parce que je m'intéresse avant tout aux problèmes techniques et artistiques, et la partie administrative m'intéresse un peu moins forcément, et c'est la raison pour laquelle je me sens vraiment impliqué dans cette communauté, pourquoi elle est si réactive. Aujourd'hui, dans cette communauté, parce que là, sur le chat, ils réagissent un peu, libre ne veut pas dire forcément gratuit. Tout à fait. C'est un fait, mais le libre, c'est le libre échange de l'utilisation du code. Le libre échange et la libre discussion avec les gens qui le font, et surtout une réflexion commune sur ce que peut devenir le logiciel et ce qu'on va en faire. C'est surtout ça. Le fait d'avoir justement des gens qui sont dans ce métier, qui s'en servent et qui donnent des retours directs vers les développeurs, leur dire, nous, la façon dont on travaille demanderait peut-être telle ou telle fonction ou ce genre de choses. C'est vraiment un plus, parce qu'on sait qu'on est écouté de l'autre côté. Et alors, y a pas, là, dans le fait d'être écouté, il n'y a pas de notion d'argent. C'est plutôt, on va plutôt avoir notion d'évolution. Alors, il n'y a pas de notion d'argent, mais on cache pas ses secrets. On a besoin de ça pour pouvoir... Exactement, voilà. Alors, on peut, dans tous les cas, financer une partie du projet. C'est vrai qu'on cite toujours Blender comme un logiciel gratuit, mais il n'est gratuit que si on décide qu'il est gratuit. C'est-à-dire que comme n'importe quelle source, si on ne l'alimente pas, au bout d'un moment, elle se tarit, et par conséquent, un projet comme Blender a besoin, comme tout logiciel libre, a besoin de sources de financement. Alors la Blender Foundation, qui gère justement l'évolution de ce logiciel, vend sur leur site des DVD de formation, des DVD aussi de films, parce que il y a une chose qui est très intéressante dans le développement de Blender, c'est qu'il est dirigé, en tout cas conduit par ce qu'on appelle les open movies. Les open movies, en fait, ce sont des films, des courts-métrages généralement pour l'instant, qui essayent de faire la Blender Foundation, et qui dictent en quelque sorte ce qui devrait être par la suite intégré au logiciel pour pouvoir faire ce film. Et on peut préacheter en fait les DVD de ce film, sur lequel on va d'ailleurs retrouver tous les éléments qui ont permis leur création, afin de financer et le film et le projet de manière générale. Donc c'est vrai que étant quelqu'un qui fait de l'argent avec Blender, puisque c'est mon métier et je l'utilise en production, je trouve ça normal en gros, d'acheter tout ce qui passe, même si parfois le DVD reste dans le blister pendant quasiment 1 an, mais j'ai l'impression au moins de financer quelque chose qui en retour m'apporte énormément de choses.
Parce que quand tu dis faire de l'argent, c'est bien sûr, tu travailles sur des projets. Tout à fait. On va plutôt plus voir ça comme ça. Donc tu travailles sur des projets. À ce sens, tu considères que par rapport au projet que tu as pu réaliser, tout travail mérite salaire. Tout à fait. En tout cas, je considère que si j'ai tiré une source d'argent, forcément de par le fait que quand je fais un générique pour une émission de télé ou ce genre de choses, Blender a eu une part très importante dans la réalisation de ce générique et qui m'a rapporté de l'argent. Je considère que c'est normal qu'à un moment, afin que le projet continue d'exister, j'alimente en quelque sorte un petit peu ce qu'il fait vivre. Je trouve que c'est le plus important. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite pause et après on va entamer notre dossier 3D avec toi. Donc on a fait l'introduction, les auditeurs savent qui t'es en partie, on n'est pas parti sous la table bien sûr, Oui. et on se retrouve tout de suite après la musique préférée. Je vais pas encore le mettre sa musique préférée parce qu'il n'a pas encore pris le micro. On se retrouve tout de suite après ce petit morceau d'un acteur, chanteur préféré. Yeah, mama told Papa go to New Orleans, gonna go up on down, get some rice and beans. Yeah, mama said we're going, but I like to shake, gonna go up the road for some Christmas cake. I'll make your body shiver and shake. You might feel like you're in an earthquake. Baby, I can really make your knees knock. Shake your body like an apple shot. Love that girl, she got skin like silk. I know mama gonna give me chocolate milk. Shake. I like the way she walk, like a leg of my own. She took me by the hand, try to take me home. You better shake it. Let me tell you, baby, how it's gonna be. Stay out all night, make love to me. Baby, you might only be used to a few. Going all night and still ain't through. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Yeah, mama said we're going, but I like to shake. Gonna go up the road for some Christmas cake. We gon' shake. We gon' shake, baby, baby. Baby, baby. We gon' shake. I love that girl, she got skin like silk. I know mama gonna give me chocolate milk. Shake. I'm gonna tell you how it's gonna be. You gonna shake, baby, for me. Shake. You gonna shake, baby, for me. You better shake. We gonna shake. We gonna shake. We gonna shake. We gonna shake. Come on and shake, go and shake your body. Come on and shake, go to good Lord, get it. Come on and shake, go and shake your body. You better shake it. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on parle de création 3D avec des logiciels open source et on est avec François Coyote et Sensor vient de nous rejoindre.
C'est reparti. Coyote, Oui, François, ça va? bonjour. Oui. Donc on va rentamer cette deuxième partie et Sensor vient d'arriver. On mettra ta musique préférée tout à l'heure, t'inquiète pas, je ne t'ai Merci. pas oublié, tu prendras toi aussi. Non, c'était une blague. Donc revenons un petit peu au plan d'action de 3D sur Blender et on va peut-être rentrer, là tu m'as un petit peu expliqué, on va faire un petit tour d'horizon des logiciels open source aujourd'hui qui sont accessibles je sais pas, tu diras où on peut les avoir, bien sûr, sur votre moteur de recherche préféré, et bien sûr, sur quelle plateforme. Donc, Tout à fait. quand on parle de plateforme, on parlera de Windows, Linux ou Mac, voire si vous êtes old school, Amiga. Non, ça c'était une blague. Ouais, On est tous old school, Amiga, Voilà. dans notre cœur. Voilà, donc petite dédicace à la dernière coding party, à la révision en Allemagne, c'était dur. Hein. Là, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Ouais, j'ai En plus, ça durait longtemps. Ouais, Hein. c'était Lundi juillet. inclus. Ouais, c'était lundi inclus. Ouais. Je l'ai senti le lundi. Bon, allez, à toi, Coyote. Je vais essayer de faire juste un petit tour, en tout cas des logiciels que j'utilise moi particulièrement quand je dois gérer une production complète, on va dire. Tout d'abord, le choix du système d'exploitation. Personnellement, j'utilise une distrib qui est pas forcément très connue, mais qui est fait par un Français qui s'appelle Linux Voyager, qui est en fait un dérivé de Ubuntu avec une interface de type XFCE. Et j'aime beaucoup cette distrib, pas parce que c'est fait par un Français, mais tout simplement parce que ça permet d'avoir un système assez léger et au niveau du poids que ça prend sur les disques durs ou sur la clé USB, parce que ça peut marcher sur une clé USB bootable, mais en même temps parce que il est fortement optimisé pour laisser la plupart de la puissance pour les logiciels qu'on utilise et pas forcément pour afficher des beaux icônes, comme ça peut arriver parfois dans les dernières versions de Ubuntu. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil. Si vous tapez Linux Voyager dans un moteur de recherche, vous tomberez dessus. Au niveau de la pré-prod, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet par exemple de court-métrage ou ce genre de choses, on a toujours tendance à oublier de bien y réfléchir avant, de bien tout écrire avant de pas se lancer dans quelque chose qui va vite nous dépasser. Et donc bien sûr on connaît tous généralement le logiciel LibreOffice, en tout cas la suite LibreOffice qui permet de rédiger tout ce qu'on veut comme le ferait la suite Microsoft Office. Et lorsque je dois intégrer parfois des images 3D dans des plans réels et que par conséquent j'ai une partie tournage, alors ça peut servir hors de la partie tournage aussi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Celtix, CELTX, excusez-moi, qui permet justement d'organiser tout ça et qui est vraiment très très bien fait. Lorsqu'on doit passer à la phase de présentation des dossiers, parce que c'est vrai que généralement on a toujours tendance à tout bien écrire avant, enfin en tout cas on devrait le faire, malheureusement parfois c'est pas toujours le cas, j'utilise un logiciel qui s'appelle Scribus, qui est un logiciel de mise en page et qui permet de mettre en forme des documentations qui permettent de tenir au courant, entre guillemets, toute l'équipe. Et puis, j'aimerais parler d'un format de compression que j'utilise beaucoup et qui n'a pas l'air excessivement connu, qui s'appelle le 7Z ou le 7-zip, qui a l'avantage par rapport au zip classique de compresser un petit peu plus. Déjà, c'est son premier avantage. Et puis surtout, il a la possibilité de compresser des redondances interfichiers. Je m'explique. Si par exemple vous avez plusieurs jingles, plusieurs génériques télé par exemple, dans lequel juste les 2 dernières secondes vont être modifiées, parce que vous faites un jeu télévisé, parce que vous avez juste marqué la dernière partie ou le face-à-face ou ce genre de choses. Si vous compressez tous ces fichiers avec un système zip classique, les fichiers vont être compressés en recherchant des redondances entre chaque fichier, c'est-à-dire un fichier tout seul, mais ne va pas forcément regarder ce qui se passe dans les fichiers d'à côté. Et le 7-zip est particulièrement fortiche pour ça, puisque s'il se rend compte que tous les débuts d'animation sont identiques, il va justement compresser ces redondances et vous allez pouvoir vous permettre de réduire énormément le poids du fichier résultant. Et quand on travaille justement avec des clients par des serveurs FTP ou des choses comme ça, et qu'on doit envoyer des données assez lourdes, surtout quand on habite dans un endroit où la connexion internet n'est pas folichonne, ce qui est mon cas, on apprécie véritablement ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment pour la partie pré-prod papier. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord, on va commencer à passer à la partie graphique, et là il y a quand même 2 stars pour la création graphique, notamment la création de storyboards qui sont MyPaint et Krita, qui évoluent très très vite d'ailleurs tous les deux. Et là, si vous voulez avoir de bonnes références là-dessus, alors moi je dessine aussi, mais je considère plus par rapport à certains que je gribouille que je ne dessine. Si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui dessine avec ça, je vous conseille d'aller voir le site de David Revoy, Revoy, qui est vraiment la star de Krita et de MyPaint.
qui participe d'ailleurs de manière assez importante au développement, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les logiciels libres attendent, en tout cas les développeurs des logiciels libres attendent des retours des utilisateurs. Et pour le coup, on a quand même la chance d'avoir David Revoy qui participe activement et qui donne beaucoup de retours sur ce genre de développement. Alors là, déjà pour faire une parenthèse à la première partie de l'explication sur les logiciels, ça te demande de l'organisation. Parce que là, je vois bien comment tu structures, tu modélises, c'est-à-dire que tu ne commences pas quelque chose sans pour autant être organisé avant. Tout dépend vers quoi on se tourne. Si effectivement c'est juste une petite animation pour rigoler comme ça avec des copains ou tout simplement pour une recherche technique, on peut se permettre de se lancer dans quelque chose de complètement désorganisé, si je puis dire, juste pour le fun. Maintenant, dès qu'on commence à travailler pour des gens où on sait qu'on va avoir parfois des délais de production assez réduits, il vaut mieux essayer de planifier à l'avance et d'essayer de proposer peut-être une espèce de petite prévisualisation au client avant de se lancer dans la réalisation, tout simplement parce que si on a 4 jours pour faire une animation pour un générique télé et qu'on part complètement dans la mauvaise direction et qu'au bout du 3e jour on vous dit mais c'est pas ça du tout, il faut tout recommencer, en une journée c'est très compliqué. Donc tu fais direct ton cahier des charges, c'est une forme de cahier des charges C'est une forme de cahier des charges, c'est quelque chose qui permet au client de mieux se rendre compte et de mieux appréhender ce qu'on va faire, la façon dont on va le faire, les délais dans lesquels on va le faire, et donc de donner tout de suite son feu vert afin de savoir si l'idée lui convient ou si c'est quelque chose de complètement en décalage avec ce qu'il voulait. Oui, ça permet d'éviter de se tirer une balle dans le pied et de perdre le projet. Exactement, de perdre le projet, de perdre le client, de perdre sa carrière, ouais, les trois. Non, ça va, bon, je pense pas que t'as eu ce genre de situation. Quelque part, tu dis, il vaut mieux s'organiser dès le départ pour éviter d'être pris au ridicule. Il vaut mieux être très prudent et il vaut mieux, je donne parfois des cours dans des écoles de 3D, j'apprends à mes élèves à être des paranoïaques technoïdes, c'est-à-dire que je leur apprends qu'on peut toujours tout perdre très rapidement et par conséquent, il vaut mieux être un vrai paranoïaque technoïde pour dormir plus tranquillement. Ouais. T'as déjà eu l'expérience à mon avis. J'ai déjà eu, je le dis en connaissance de cause, j'ai déjà eu malheureusement l'expérience. Oui. Faut toujours goûter. Il faut toujours se planter avant pour bien se rendre compte de ce que ça implique. L'échec c'est important. Très important, très important. Faut savoir tomber au fond du trou pour mieux rebondir. Il ne faut jamais avoir peur de se planter, jamais avoir peur de faire des choses qui sont largement en dessous de ce qu'on voit chez les autres, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc tu as appris à faire un cube. Exactement, j'ai appris à faire un cube avec un glow, avec différents logiciels, avec un joli reflet par-dessus qui tourne et avec des étoiles. Ah, les étoiles. Je te laisse continuer. Alors oui, il y a un autre logiciel que j'utilise aussi parfois. Alors c'est assez rigolo parce que c'est pas forcément un logiciel qui est fait pour les professionnels à la base, mais qui peut parfois permettre, notamment pour la réalisation de storyboards, parce que on peut dessiner effectivement, mais parfois on a besoin d'avoir des détails un petit peu plus précis sur certaines choses. Il y a un logiciel qui s'appelle Sweet Home 3D qui permet en fait à la base de faire de l'aménagement d'intérieur, c'est-à-dire de placer des canapés dans des maisons, des choses comme ça, et donc on peut construire sa maison avec ça, si vous avez envie de refaire votre papier peint ou ce genre de choses. Mais c'est ça, par rapport à Blender, parce qu'on n'est peut-être pas encore arrivé à Blender, mais c'est quoi? C'est juste pour faire une maquette? C'est juste pour faire une maquette, tout à fait. Et c'est vrai que même si Blender a parfois des add-ons, c'est-à-dire des petites extensions qui permettent de rapidement créer des murs ou des choses comme ça, là il y a toute une bibliothèque qui sont directement fournies, c'est-à-dire des escaliers, des canapés. C'est pour scénariser, c'est pour scénariser, voilà, on va faire ça comme ça, on va présenter ça au client, où on va présenter ça. On va présenter ça aux gens avec qui on fait le projet, voilà. Oui, tout à fait. On va placer un pot de fleurs, on va placer le cendrier, on va placer le squelette, etc. Ça se passait comme ça. On a une nouvelle activité qui est apparue depuis une dizaine d'années dans ce métier qui s'appelle la prévise, qui n'existait pas avant, en tout cas de manière beaucoup plus sporadique. Le but de la prévise, c'est de faire le film avant le film. C'est-à-dire que des films comme Star Wars, les 3 derniers Star Wars, ou des films comme Cloverfield ou des choses comme ça, le réalisateur veut, avant de tourner le film, voir son film. Et donc il y a... genre il y aura un vaisseau en carton... Alors généralement c'est de la 3D, mais c'est des maquettes 3D extrêmement rudimentaires, avec, alors plus ou moins rudimentaires. Hein, si vous regardez effectivement la prévise de Cloverfield, c'est très rudimentaire. Si vous regardez la prévise de Star Wars épisode 1 par exemple, ou même de l'épisode 2, quand vous regardez ce qu'ont fait les gars de la prévise, c'est quasiment le film final. Hein. Les gars ont travaillé comme des malades. Et ça c'est accessible ou c'est private, hein?
Alors ça peut être intéressant de voir alors ça. ceux de Star Wars sont sur le DVD justement qui était sorti. J'ai du mal dans tous les cas ça a été utilisé pour l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 bien sûr, mais je crois que j'ai un doute entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Il y a un documentaire très très intéressant et qui dure quasiment 3/4 d'heure sur la façon dont ils ont fait la prévise justement. Et la prévue, ça n'a rien à voir avant les effets spéciaux, c'est vraiment une maquette. C'est une maquette de manière à ce que le réalisateur voit son film avant même de l'avoir tourné. Et bien sûr, c'est un élément qui est très très important pour toutes les autres équipes de production, parce que du coup, les gens qui font les effets visuels savent exactement ce qu'il y aura dans le plan avant même que le plan soit tourné. Les acteurs ont déjà une notion de l'espace, parce qu'un film comme Star Wars est tourné à 90% devant des fonds verts, et donc l'acteur a quand même besoin de se représenter l'action, les lieux, l'espace qui est autour de lui. Et ce genre de choses sert de référent à toute l'équipe, ce qui permet de gagner normalement énormément de temps et accessoirement beaucoup d'argent. Et donc un logiciel effectivement comme Un bon blockbuster à la mode USA. exactement, comme d'habitude. Et donc voilà, Sweet Home, je le trouve sympa parce que en plus il a un moteur de rendu dedans qui est pas qui est quand même c'est bien fichu, qui s'appelle Sunflow, qui malheureusement. Donc Sweet Home comme Sweetie. Sweet Home comme Home Sweet Home, donc Okay. SWEET et puis Home HOME Okay. 3D. Ok. Voilà, je vous conseille de jeter un œil, c'est rigolo. Puis si vous avez envie de refaire votre aménagement de votre salon, ça peut être sympa avant de le présenter à votre compagne. Je parle au mec là surtout. Un logiciel bien sûr qui est bien plus connu qui s'appelle GIMP. Voilà. Depuis tout à l'heure, ça tente de pleurer sur le chat. C'est dire ouais, mais GIMP, Oui, mais il y a GIMP c'est de la vieille chaussette. Eh ben non. Alors, moi, on a tous nos avis très divergents là-dessus. Faut savoir que GIMP est en train de subir plusieurs mutations parce qu'il y a le moteur interne qui est en train d'être progressivement remplacé par un module qui s'appelle GEGL, qui a pour but notamment d'accélérer énormément l'affichage et les traitements, parfois d'ailleurs par l'utilisation de la carte graphique. Et donc ça, on ne peut lui prédire qu'un bon avenir maintenant, nous verrons bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir des concurrents en face de lui, notamment Krita, Krita qui était à la base un logiciel purement pensé pour le dessin, et qui de plus en plus en fait ajoute des fonctionnalités qui en font un logiciel de retouche. Là pour le coup c'est vrai qu'on a tendance toujours à comparer GIMP d'un côté et Photoshop de l'autre, pour dire c'est l'équivalent du Photoshop libre. Moi je pense plutôt que ces temps-ci Krita serait le véritable concurrent. D'autant plus que Krita s'organise maintenant sous la forme de la Krita Foundation, un peu à la manière de la Blender Foundation, qui a pour but de structurer le code, structurer les ajouts qui viennent de part et d'autre, aussi bien des gens qui travaillent sur le code à temps plein que des gens qui font ça de manière plus sporadique. Alors peut-être on fera une émission sur les fondations, mais est-ce que tu peux synthétiser rapidement la fondation? C'est quoi le principe? C'est associatif? C'est associatif, ça peut éventuellement récupérer des fonds de par des partenariats, notamment la Blender Foundation le fait, puisque c'est grâce Il y a à la page fondation aussi. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc encore une fois, on parle toujours du logiciel libre comme étant quelque chose qui ne rapporte rien. Ça peut rapporter quelque chose à son organisation, ça peut rapporter de l'argent. Chaque année d'ailleurs, il y a un grand congrès à Paris justement. Je ne me souviens plus du nom exactement. C'est le Libre Lawyer ou un truc comme ça, où les grands industriels se réunissent pour savoir comment faire de l'argent avec le logiciel libre. Comme quoi, c'est quelque chose qui est possible. Donc là, c'est quand même une escalade à autre chose à autre chose. Alors, financier. Voilà. Le principe de l'argent dans l'open source, mais plutôt au niveau sur lequel on l'emploie maintenant dans l'émission sur Cyberculture, on fait de l'argent parce que c'est un fait de faire cette fameuse argent, parce que c'est pour financer le projet. C'est pour maintenir le projet, c'est tout à fait. Pour faire des délires financiers, c'est pas pour pour faire des gros bénéfices. Ouais. Tout à fait, voilà. ouais. D'ailleurs, il y a un principe constructif. Exactement. D'ailleurs, c'est là où la Blender Foundation se détache de par son organisation et sa réussite. Alors, Ton Roosendahl, par exemple, qui est le grand Manitou de la Blender Foundation, quand il se déplace à vélo. Voilà, ça boîte le grand patron, il roule pas en Porsche. Donc, le but vraiment, c'est d'avoir assez pour maintenir le projet, pour que le projet ne meure pas. Il a peut-être pas réussi à modéliser sa voiture. Il a peut-être pas réussi à modéliser sa voiture. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que quand on écoute Ton Roosendahl, il considère actuellement la Blender Foundation. Alors, c'est un tempestif. Il y a des fois où il dit que ça marche, des fois il dit que ça marche pas, mais à certains moments, il dit que c'est une sorte d'échec parce que lui, son but, c'était de proposer justement du contenu libre. C'est justement le but des Open Movies. C'est à la fois de guider le développement de Blender, mais c'est aussi justement de trouver des sources de financement pour proposer à des industriels, par exemple un constructeur comme Sony qui voudrait faire des démos de sa télévision dans un salon, ce genre de choses, il faut qu'il diffuse des images. Et ces images, elles appartiennent forcément à quelqu'un parce qu'elles ont été tournées, parce qu'elles ont été faites par une société de production. La seule alternative, c'est les images libres, justement, c'est-à-dire des images où on peut les diffuser sans forcément demander une autorisation, on peut les répliquer, on peut l'envoyer sur 10 millions d'images. Et donc l'idée de Ton Roosendahl à la base, c'était ça, c'était de dire, on a
une espèce de partenariat avec ce type de corporation de manière à ce qu'on puisse produire, nous, des films libres. Et donc, ils en ont produit 4 jusqu'à maintenant. Le premier qui était Elephant Dream, qui a été... pour moi, en tout cas, une révélation, parce que c'est grâce à ça que je me suis dit, mais alors Blender, ça peut faire des choses, parce que jusqu'à maintenant... C'était un film, un dessin animé, c'était un court-métrage, un peu moins de 10 minutes, si je me souviens bien. Je vous prie de m'excuser si je me trompe sur la durée, ça fait loin maintenant. C'était à l'époque de Blender 2.42, donc ça commence à dater. Et c'est là qu'on a commencé à se dire qu'on pouvait effectivement faire quelque chose avec, parce qu'on avait la preuve que c'était possible. Il y avait des gens qui en avaient fait quelque chose. Sont venus par la suite d'autres films comme Big Bug Bunny. Ça me rappelle un peu l'histoire de Linux. Tout à fait. On disait c'est pour les geeks. C'est pour les geeks, voilà, et puis finalement aujourd'hui, je connais des gens qui connaissent quasiment rien, qui s'en servent tous les jours. Donc c'est vrai que donc Big Bug Bunny c'était le deuxième. Là, encore une fois, le but c'est à chaque fois d'essayer de guider le développement de Blender. Ils ont fait un film avec un gros lapin et puis des bêtes à poil, et donc à poil dans le sens fourrure. On a bien compris. J'étais pas en train d'avoir le gros sourire en disant. Et donc ils ont retiré leur fourrure pour se retrouver à poil. Et donc, ils ont développé tout ce qu'il fallait pour faire des cheveux, pour faire des poils. Le troisième, qui était Sintel... Alors, petite anecdote, générer des poils, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout les mouvements des poils. C'est pas facile de faire les mouvements, c'est pas facile à coiffer. C'était quoi le dessin animé de Pixel Art avec le Monster Company, ouais, tout à fait. Les poils du gros nounours, c'était pas évident. C'était une même Pixar ont énormément développé là-dessus, puisque depuis, ils ont notamment énormément avancer la technologie avec des films comme Rebelle, et puis Disney 3D à côté avec des films comme Réponse par exemple, qui sont en fait des transfuges de Pixar qui sont passés de l'autre côté. Et puis ils vont ressortir d'ailleurs un Monster Academy dans pas longtemps. Donc il y a eu Monster Company et maintenant il y aura Monster Academy qui sort cet été je crois. Donc ils font énormément de travail là-dessus, mais les possibilités de Blender dans le domaine des poils et des cheveux est également très très avancée, notamment au niveau du rendu. Il y a eu quelque chose qui a été fait il y a pas longtemps qui permet de rendre des choses extrêmement réalistes. Donc ça commence à devenir vraiment sympatoche, et on commence, c'est ça qui est intéressant dans Blender, d'avoir un panel en fait, c'est pas des produits de niche, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire tiens avec ça on fait que ça ou que ça ou que ça. Blender s'ouvre à tellement de sujets pour faire de la fumée, pour faire des flammes. Donc là on va aller du côté sur Blender, il y a, je compare un peu à Lightwave ou tout à fait, ouais. Lightwave, on va avoir le côté modeleur, donc pour créer son objet. Oui, alors à la différence de Lightwave, où Lightwave vraiment se décompose en deux modules séparés, donc avec le modeleur d'un côté et le layout de l'autre côté. Là, Blender, justement, son but, c'est de tout intégrer. Voilà, c'est tout en un, vraiment, qui va, je vous le disais tout à l'heure, dans des contrées très diverses, que ce soit le montage, que ce soit le compositing, qui consiste à mélanger des images de sources différentes entre eux pour faire l'image finale, la modélisation, l'animation, et puis aussi de plus en plus, donc ça c'est le cas avec le dernier open movie qu'ils ont sorti qui s'appelle Tears of Steel. Ils ont filmé des vrais gens et des vrais décors, et ils ont réincrusté des robots en 3D dedans, un peu à la Transformers. Et là, du coup, il a fallu développer tout un tas de techniques vraiment liées aux effets visuels qui n'existaient pas avant, ou en tout cas de manière très rudimentaire. Pour pouvoir intégrer correctement la 3D. Pour pouvoir intégrer les robots, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du tracking 3D, c'est-à-dire recréer une caméra 3D qui a bougé comme la vraie caméra qui a filmé le plan. Caméra virtuelle. La caméra virtuelle, voilà, tout à fait. Et le résultat, bien évidemment, a toujours... Alors, il faut savoir que ça a été fait avec très peu de gens et en très peu de temps, donc pour le résultat qu'ils ont sorti, même s'il y a encore 2-3 petits problèmes à droite à gauche, moi je trouve que le résultat est très très encourageant, et ça pousse du coup de plus en plus de gens dans le domaine professionnel, même dans des grosses sociétés de production, de se dire mais on peut en faire quelque chose. Et les open movies sont vraiment intéressants pour ça, parce que c'est la preuve qu'on peut en faire quelque chose, et de plus en plus de gens commencent à s'y intéresser, même dans le milieu professionnel à un très haut niveau. D'ailleurs, le directeur en chef de la recherche chez Pixar, il y a à peu près un mois, faisait une conférence sur les recherches chez Pixar, donc justement tout ce qui est au niveau des liquides, de la fumée, des poils, ce genre de choses. Et il a dit quand même en public dans une conférence que Blender était tout à fait capable d'égaler en fait ce que faisaient justement les logiciels internes de chez eux, de par son aspect ouvert et de par le nombre de personnes qui y contribuent, qui sont parfois des gens très très calés dans leur domaine. Parce que ce qui est important aussi, le fait que ce soit open, ça va assez rapidement sur l'évolution, contrairement à du propriétaire, où là on va être obligé d'attendre la mise à jour, on peut attendre 6 mois, 7 mois, voire un an et demi, alors que là c'est du one shot. C'est du one shot, ouais. Et puis surtout la possibilité
possibilité de se dire, si on a des compétences en mathématiques assez pointues, par exemple pour les fluides, la fumée ou ce genre de choses, de se dire, ok, c'est ma marotte, je le prends et puis je fais quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant, hein, puisque les personnes qui ont développé ça étaient des universitaires ou des professeurs d'université qui se sont dit, ce serait sympa d'intégrer ça là-dedans. Donc ça devient une espèce de labo géant où il y a des gens qui font des modules pour, par exemple, visualiser des molécules ou des choses comme ça. Donc c'est très mathématique. c'est très alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux approches, c'est-à-dire que Blender a tout ce qu'il faut pour permettre aux développeurs de s'éclater dedans et du coup d'étendre ses capacités, mais c'est aussi un logiciel qui peut tout à fait convenir à des artistes purs. Il faut quand même avoir quelques notions bien sûr techniques parce que comme tout logiciel, comme tout outil informatique, bien évidemment, si on n'a pas les bases de l'informatique, on peut pas s'en servir. Il faut quand même avoir quelques connaissances. Il faut savoir cliquer, bouger sa souris. Exactement, voilà. Et puis avoir quelques connaissances sur l'image, savoir comment elle est composée, savoir comment la manipuler. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui peut s'acquérir très rapidement. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, je tiens à appuyer là-dessus, c'est que la source de connaissances est aujourd'hui libre aussi. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce métier, il y a sur les docs. Sur les docs, l'accessibilité à la documentation, à la base de données d'informations, comment par exemple, créer un environnement de lumière sur tel logiciel avec les solutions, etc. Il y a 25 ans, quand on croisait un infographiste, on le ficelait à sa chaise parce qu'on avait tellement de questions à lui poser, on envoyait un tous les 36 du mois. Voilà, on lui posait toutes les questions d'un coup et puis il sortait lessivé. Aujourd'hui, n'importe quel jeune qui voudrait s'intéresser à ça, qui a 12-13 ans, il se met devant YouTube, il tape son truc et il a un tuto d'une demi-heure qui lui explique tout, quoi. Donc voilà, faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la documentation, l'accès à la connaissance qui est relatif à ce genre de logiciel, quel qu'il soit, hein, parmi les nombreux que j'ai cités, que je vais encore citer, on a vraiment un accès très très important à cette documentation. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher. Pour toi c'est une passion, mais le fait de s'y mettre, c'est pas compliqué, c'est de la patience. C'est pas compliqué, ça demande énormément de patience, énormément oui c'est ça, alors si on l'utilise déjà comme quelque chose qui sera un hobby, c'est ça, c'est de la patience. Ça prend énormément de temps quand même parce qu'il y a quand même un paquet de connaissances à accumuler, à gérer, mais c'est comme tout, quand on aime on ne compte pas. Donc, alors question à Sensor, parce que là il faut que tu parles un petit peu. Ouais, vas-y. C'est vrai que c'est pas trop mon domaine, mais on va prendre l'exemple d'un cube. Est-ce qu'un cube émet de la lumière? Bah, ça dépend s'il a une source de lumière braquée sur lui, je sais pas. Mais admettons qu'il n'a pas de lumière, mais est-ce qu'un cube peut émettre de la lumière? Je pense pas. Sauf si c'est une lampe. Oui. Non, mais après, la question, c'est sur l'aspect de respecter un comportement sur un objet. C'est-à-dire qu'on va avoir la réflexion, on va avoir la transparence, ouais. On va avoir les réflexions, les réfractions, voilà. Les bosselages, ce genre de choses. Tout dépend du moteur de rendu qu'on utilise. C'est-à-dire que si on veut, on peut avoir par exemple dans Blender un cube qui émet de la lumière, pour répondre à ta question, c'est possible. Okay. Parce que par défaut sur Lightwave, ça m'a énervé direct. Alors j'avais pas compris au début, les objets émettent de la lumière, alors que non. Normalement, non. Alors, c'est un peu la grande bataille qui est en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a les gens ce qu'on appelle le moteur de rendu, donc c'est ce qui va permettre de prendre les données dans la scène 3D et d'en faire une image qui à la fin sera regardable, plus ou moins réaliste. Il y a des moteurs de rendu qui sont très orientés pour avoir une image qui ressemble à une photo, et puis il y a des moteurs de rendu qu'on appelle NPR, c'est-à-dire non photoréalistes, qui sont là justement pour faire autre chose. Par exemple, dans Blender, vous avez un module qui s'appelle Freestyle, qui sera normalement intégré dans la prochaine version, la 2.67, qui sert en fait à simuler du dessin. Donc vous faites de la 3D, du cartoon, voilà, exactement, pour faire du cartoon. D'ailleurs, ça revient un peu à la mode puisque le dernier court-métrage de Pixar, justement, avec qui s'appelle Paperman, avec un petit personnage qui fait des avions en papier pour aller attirer l'attention d'une fille de l'autre côté de l'immeuble. Toutes les techniques qui ont été développées sont justement dans cette voie-là, c'est-à-dire prendre une scène 3D et en faire au final quelque chose qui ressemble à de la 2D. On revient un peu là-dessus. Après des années, on a voulu le photoréalisme à tout va. Maintenant, on revient vers quelque chose, justement, des techniques qui permettraient d'accélérer le dessin classique, en fait. Et d'avoir Alors, petite question du chat donc de Lorna qui cherche un logiciel 3D libre avec des pièces en mouvement. Donc je pense que est-ce que tu veux que ces pièces-là soient déjà créées? On en avait parlé tout à l'heure avec Sweet Home. Ah, des pièces dans le sens pièces de monnaie ou pièces en mouvement. En mouvement.
On peut prendre des cubes. Revenons à la base. À la des base, cubes. la base des cubes lumineux. Non, alors je ne sais pas si c'est la question, mais éventuellement, si ça fait référence aux pièces de monnaie, par exemple, Blender a maintenant un très très bon module pour ce qu'on appelle l'animation dynamique. C'est-à-dire que quand on fait de l'animation d'objets, on peut tout simplement dire à l'ordinateur et donc à Blender qu'à telle image, tel objet se trouve à tel endroit. Et puis, 6 images plus loin, il se trouve à un autre endroit. Mais on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'animation dynamique, c'est-à-dire de faire de la chute de mouvement. Et donc, on va demander en fait à Blender de calculer en fonction de la masse, en fonction du volume. Avec la gravité, on va prendre, avec la gravité, les paramètres de friction. On va prendre par exemple, c'est ce que je le connais, ou je peux en parler. Le mec qui est spécialiste. 4 fois, donc on va prendre par exemple 16 cubes. On va définir qui ont une propriété. Tout à fait. Une propriété. Et on va définir donc un autre objet, un rectangle, qui va être le sol et qui lui va être statique. Tout à fait. Et on va lâcher ça et ça va faire le calcul du fait que ça tombe comme une chute de pierre par exemple ou de cailloux. Alors il faut savoir par exemple que le module dynamique qui est utilisé en Blender qui s'appelle Biolet, c'est le module en fait qui a utilisé. C'est Biolet, voilà, qui a été, alors qui maintenant est un peu intégré chez tout le monde. C'est-à-dire que quand Blender l'a intégré pour la première fois il y a maintenant quelques années, tout le monde lui disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Puis maintenant on se rend compte que le nouveau module dynamique de Maya, de Lightwave, de ce genre de choses, c'est Biolet aussi. Et Biolet, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un gros test quand même au public qui a été fait sur Biolet ces dernières années, c'est 2012. Parce que les effondrements des immeubles du film 2012, c'est fait avec Biolet. Donc ça veut dire que un logiciel comme Blender est capable par conséquent de faire des calculs aussi complexes que ce qu'on voit dans 2012 puisque c'est le même module. Ajouter à ça des simulateurs de fumée. Quand on dit le module, c'est le même algorithme. C'est le même algorithme. C'est le même algorithme pour tout le monde. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire qu'en fait la même essence. La personne qui a fait Biolet a fait une sorte de module qui peut s'intégrer dans différents logiciels, que ce soit Blender, Maya, Lightwave, 3ds Max ou n'importe lequel. Et donc Blender l'a intégré maintenant depuis bon nombre d'années maintenant et a une intégration encore plus intéressante depuis la dernière version, donc depuis la 2.66. On peut faire vraiment des choses très très intéressantes. On peut demander qu'un objet se casse en fonction d'une certaine force, c'est-à-dire que s'il se fait taper un tout petit peu sur le côté, il va pas se casser, alors que s'il se fait taper énormément, il va se casser en plusieurs morceaux. Donc on peut faire des animations extrêmement complexes et extrêmement réalistes avec ça. Donc là on parle de Blender toujours. Tout à fait. Parce que là sur le chat ils sont en train un peu de se mélanger les pinceaux. C'est Weekend. D'accord, ça s'appelle Weekend. Okay. On parlait de Maya, c'était pas de Magia, c'est de Maya. Oui. Maya, qui est un logiciel 3D aussi. Qui est un logiciel 3D qui appartient maintenant à la société Autodesk après avoir appartenu à Alias. Autodesk qui a 3ds Max aussi. Qui a 3ds Max et qui a Softimage aussi maintenant. Et Archicad et compagnie. Oui, tout à fait. Ils ont AutoCAD ils ont énormément de logiciels. Ils en ont racheté beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près. C'est pas libre. Ce n'est pas libre, non. Et il y a 15 ans, tous ces gens-là se tiraient la bourre en disant c'est moi le meilleur, et maintenant ils font tous partie de la même maison. Donc c'est assez rigolo. Ok. Bon, c'est une petite pause et on se retrouve tout de suite après la musique préférée de Sensor. Il va peut-être se réveiller pour te poser des questions ou non ? Je vais essayer. Allez, réveille-toi. Merci. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned.
My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture et aujourd'hui on parle de 3D, de création 3D avec des logiciels libres et on est avec Coyote et je récupère son micro. Bah heureux à toi, ça va ou bien? Ça va très bien, je suis très content toujours d'être là. T'as pas trop chaud? Non, il fait très bon aussi. Attends, je vais aussi augmenter le micro là. Vous avez des micros qui sont un peu répartis. Hein. J'ai un peu remonté mon siège pour l'émission de tout à l'heure d'Olivier, parce qu'il a besoin d'avoir un siège en hauteur. Bah forcément, il fallait bien que ça y passe. Ça commence. Voilà, donc on parle de 3D. Et c'est assez sympa, parce que là on parlait de Blender, d'outils, donc sur le chat, ils avaient bien compris qu'on parlait, ils voulaient parler de Magia, qui est fondé par Magia. Donc c'est Magia est un peu dévié de mon... Non, bah il parle de distrib. C'est une distrib. Ah oui, d'accord, au niveau des distribus Linux, oui, tout à fait. Ok, bah ça on est sur le distribu Linux. Là on parle de 3D et de création, d'animation. Et aujourd'hui, bah on est avec toi, François Coyote. Allez, bah on continue. On continue. Alors sachant que juste comme ça, j'ai mis sur notre télévision expérimentale Time. Il y a un slideshow de temps en temps. Là, je vais même faire une pause sur ton fameux truc que tu parlais de Elephant Dream, qui a été fait. C'est Blender. Hein, tout à fait. Toutes les images qui passent en fait sont issues des open movies justement réalisés avec Blender, les 4 open movies, donc à savoir Elephant Dream en premier lieu, Big Bug Bunny, puis Sintel avec un S, S-I-N-T-E-L, avec une histoire de dragon, une fille qui éduque un dragon, et puis le dernier en date, donc Tears of Steel, qui est assez récent somme toute, et qui fait référence à des plans contenant énormément d'effets visuels, donc des explosions, des robots, enfin tout ce que les ricains aiment bien, sauf que là c'est fait à Amsterdam. Voilà. La plupart des logiciels dont je parle sont disponibles sous Linux, Windows et Mac, pas tous, notamment Krita, dont je parlais tout à l'heure, dont la puissance se révèle vraiment sur Linux. Il y a un portage Windows qui a été fait. C'est quoi Krita? Krita, c'est le logiciel de dessin 2D en fait, qui permet à la fois de faire de la peinture. Ok, Krita, mais là tu l'opposais à GIMP. Alors je l'opposais pas, je le mettais en complément. C'est-à-dire okay. que dans le domaine de la création 2D, dans les logiciels open source, on dénote vraiment donc GIMP pour ceux qui aiment. Je sais que ça fait pas toujours l'unanimité. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Pinta aussi, P-I-N-T-A, qui est beaucoup plus facile d'accès, mais toujours dans le 2D. Hein. Toujours dans le 2D, voilà. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est pour faire les textures? C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple d'accès, parce que c'est vrai que quand on parle de GIMP à des gens qui veulent juste retoucher leurs photos de vacances, je comprends qu'au bout d'un moment ils en puissent plus de voir 50 milliards de boutons et voilà, ils arrivent pas à suivre. Après pour les photos de vacances, c'est pas la peine de les retoucher, hein. Elles sont bien quand même. Elles sont déjà bien comme elles sont, si on a été au soleil. Si vous voulez juste effacer les virgitures de mamie, ça sert à rien. Et donc Krita et MyPaint sont vraiment les deux outils, notamment je vous conseille vraiment d'aller voir le site de David Revoy qui fait des merveilles avec ces deux logiciels, et ce qui est intéressant dans le processus de David Revoy, c'est que comme bon nombre d'entre nous d'ailleurs, c'est des personnes qui sont passées au libre, pas de manière quasi totale mais quasiment, il utilisait avant préalablement des logiciels tels que Photoshop ou Illustrator et ce genre de choses, et donc maintenant il est entièrement passé en fait sur Linux, et c'est lui notamment qui a designé la plupart des éléments des films Sintel et Tears of Steel, justement, qui sont les deux derniers open movies de la Blender Foundation. Donc voilà, un petit français dans l'équipe, c'est toujours sympatoche. Et c'est vraiment quelqu'un de très très talentueux, donc je vous conseille d'aller voir son travail. Et d'ailleurs, la plupart de ce qu'on appelle les brosses dans Krita et dans MyPaint, c'est-à-dire les outils, les pinceaux, la simulation par exemple des crayons type 2H, HB, ce genre de choses, la plupart ont été faits justement par David Revoy. Il y a quelques stars comme ça dans les logiciels qui ont mis à disposition leur lot d'outils, et donc ça permet d'avoir une bonne preview de tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel, et on peut en faire énormément. Il y a un autre logiciel que j'aime beaucoup, alors ça paraît un peu foutraque comme ça, mais c'est un peu son but, ça s'appelle Alchemy avec un Y, A-L-C-H-E-M-Y, qui est en fait un logiciel qui permet de faire de l'expérimentation. Alors tout ce que vous faites est vectoriel, on peut tracer des espèces de formes un peu abstraites comme ça, et puis
puis à partir de là, en fait, on va pouvoir extraire des formes, redessiner par-dessus. Et quand on fait de la recherche graphique, qu'on veut designer un personnage, qu'on veut designer un bâtiment, qu'on veut designer un robot, ce genre de choses, et qu'on ne sait pas trop où aller, ça vous propose des formes, et parfois ça peut permettre à votre esprit de divaguer un peu et d'aller un peu plus C'est loin. pour la recherche d'inspiration. C'est de la recherche d'inspiration. Le syndrome de la feuille blanche, tu l'auras pas avec ça en fait. Exactement, voilà, c'est ça. On part de rien, on se dit qu'est-ce que je vais faire, et on part là-dedans, et le fait que des formes apparaissent. Et j'ai eu une idée. Et on a eu une idée. Un Non, mais cube. c'est vrai que ça peut permettre. On parlait de la démoscène tout à l'heure. C'est ce que j'aime aussi dans la démoscène, c'est que ayant été un démocineur il y a très longtemps sur Amiga, quand j'ai plus d'inspiration, je regarde des démos et c'est reparti. Donc c'est ça qui est intéressant parfois, c'est d'avoir des domaines d'inspiration comme ça. Et Alchemy peut être, en tout cas pour la création 2D, une bonne inspiration. Et on peut étendre après tout ce qui en ressort avec un autre logiciel de création qui s'appelle Inkscape, I-N-K-S-C-A-P, qui est un logiciel de création vectorielle, un peu dans l'esprit, parfois les gens le mettent en opposition à Tu Illustrator. peux définir vectoriel, même Alors, si moi je le sais et Sensor le Tout à sait. fait. Non, mais Sensor il fait que de l'ASCII donc. Quand on fait un logiciel, quand on fait une image, excuse-moi, une image peut être constituée ou d'une suite de points qu'on va mettre les uns à côté des autres, donc ce sont les pixels, ou alors on peut avoir une image dite vectorielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constituée d'un ensemble de points, un peu comme un canevas où les points sont situés à côté des autres, mais simplement avec ou des éléments mathématiques ou des courbes. On va dire par exemple que plutôt que de créer un cercle avec tout un tas de pixels, on va dire que ce cercle est défini par deux paramètres, à savoir son centre, où est son centre, et puis son rayon. L'intérêt d'utiliser des éléments vectoriels, c'est que si à un moment on veut augmenter la taille de ce cercle ou réduire la taille de ce cercle, l'ordinateur en fait va réinventer des pixels qui résultent de ces nouvelles informations. On peut zoomer dedans, on peut agrandir l'image, on n'aura jamais de déperdition, jamais de perte. Il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de pixelisation, voilà, tout pour à fait. l'impression, c'est excellent. Exactement. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces images ont été inventées à la base, mais ça nous sert nous aussi lorsqu'on veut faire justement, quand on nous donne par exemple un logo d'une société ou un générique de télé avec un logo qui a été préalablement validé. On peut rentrer ça dans Blender. Blender est capable d'intégrer ce genre de courbe, par exemple, et puis ensuite de lui donner un volume, de tourner autour et de faire un générique à partir de ça. Et Inkscape, donc, est un logiciel qui est spécialisé dans la création vectorielle. Si je devais l'apparenter à un logiciel qui a existé précédemment, plutôt que l'apparenter à Illustrator, ou souvent il est apparenté à Illustrator, je le mettrais plutôt en face de Freehand, qui était un logiciel avant qui appartenait à Macromedia, qui a été ensuite racheté par Adobe, et puis il a été complètement jeté à la poubelle. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de fans de Freehand, notamment dans les pays du sud de l'Europe, en Espagne et ce genre de choses. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rabattus sur Inkscape, parce que c'était à peu près le même esprit. Freehand d'ailleurs qui est peut-être on ne sait pas, de passer en tant que logiciel libre, puisqu'il y a une espèce de commission qui s'est mise en place pour essayer de demander à Adobe de libérer le code plutôt que de le jeter à la poubelle. Donc voilà, ça fait à peu près 2-3 ans qu'ils bataillent pour essayer de libérer le code. Avoir des images, alors à chaque fois qu'on travaille sur un projet comme ça, notamment comme le projet de Tears of Steel, où il y a des images réelles, donc des acteurs, des bâtiments, des choses comme ça, on prend énormément de photos. Et donc, j'utilise généralement quelques gestionnaires de photos comme Shotwell, par exemple, ou Jetums, qui sont des gestionnaires sous Linux de photos. Sous Windows, il y en a un que j'utilise, mais il n'est pas libre, mais il est gratuit, qui s'appelle XNView, que je trouve vraiment très très bien fichu. C'est ton viewer, c'est pour faire tes C'est mon slideshows, viewer, pour tout à regarder. fait, c'est mon viewer de prédilection, on va dire, sous Windows, qui permet donc, alors c'est pas qu'un viewer, il permet aussi de convertir des images, de faire des planches contact, de faire des slideshows, tout un tas de trucs comme ça. C'est vraiment une très très bonne boîte à outils. Et puis pour les gens qui feraient de la photo cette fois-ci en 2D, alors ou dans une optique de production avec de la 3D derrière, ou simplement parce qu'ils veulent retoucher leurs photos, peut-être que les gens connaissent Lightroom par exemple de chez Adobe, qui est un outil justement de retraitement de photos, notamment au format RAW, qui sont pris avec des appareils photo qui peuvent enregistrer au format RAW. Il y a un très très bon équivalent sous Linux qui s'appelle Darktable, donc la table sombre, et un autre copain à lui qui s'appelle Digicam avec un K, D-I-G-I-K-A-M, qui se chargent tous les deux de faire à peu près la même chose que Lightroom et qui le font très très bien. Donc les gens qui seraient sur Linux, je vous conseille de jeter un œil là-dessus. Il y a vraiment énormément de possibilités et ils traitent vraiment énormément de types d'images à la fois, donc je vous conseille de jeter un œil. Et puis un autre logiciel que j'utilise assez souvent pour faire des images HDR, alors je vais rapidement définir ce qu'est une image HDR. C'est ce que tu me disais
tout à l'heure en off. Tout à fait. Lorsqu'on prend une photo avec un appareil photo, qu'on ouvre par exemple le diaph assez fort. Donc le diaphragme, parce le que là, diaphragme, ça, voilà. c'est le petit mot, ça, le diaphragme. Exactement. Ou qu'on a un temps d'exposition assez long et qu'on photographie par exemple une rue avec par exemple une bouche d'égout à côté de la rue et puis des nuages dans le fond. Avec une poubelle en forme de cube. Avec une poubelle en forme de cube. Je vais pas lâcher le cube. Avec une texture dessus. On va avoir deux possibilités. Ou alors on a un temps d'exposition faible et un diaphragme fermé et donc on va capter peu de lumière. Ça veut dire que les détails dans les nuages par exemple vont être conservés mais la bouche d'égout va être complètement noire donc on n'a pas de détails. Et puis on a une autre possibilité, c'est ouvrir du coup le diaphragme un petit peu plus ou augmenter le temps d'exposition et par conséquent on va avoir des détails dans la bouche d'égout mais les nuages vont être complètement dits cramés ou c'est-à-dire complètement blancs et on aura perdu tous les détails. Le but d'une image HDR c'est de prendre plusieurs photos et en fait d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs shoots de la même image, généralement avec des appareils qui sont capables de prendre des photos en rafale et de faire ce qu'on appelle du bracketing, c'est-à-dire que progressivement il va augmenter le temps d'exposition ou augmenter en tout cas l'ouverture du diaphragme. Et donc on va avoir plusieurs versions de la même photo, chacun ayant ce qu'on appelle une plage dynamique, c'est-à-dire une zone entre un peu plus sombre, un peu plus clair, qui va être décalée. C'est quand tu dis ça s'ouvre progressivement, c'est en 10 minutes sur une même... Ah non, ça peut se faire en moins de 2 secondes, c'est vraiment très très rapide. Le but du jeu c'est d'avoir le moins de mouvements ou de différences possibles entre les images, donc il faut que ce soit très très rapide. Alors après ça dépend de si vous prenez une photo plutôt en plein soleil ou plutôt dans une pièce sombre, ça va changer à chaque fois les temps d'exposition. Et du coup après on donne toutes ces images à manger à un logiciel. Alors Photoshop le fait, il y a la Rolls-Royce qui s'appelle Photomatrix dans le domaine du propriétaire qui fait ça, mais il y a un logiciel pour le monde Linux qui s'appelle Luminance HDR qui s'occupe de ça aussi, qui va manger toutes ces images en même temps, donc il va faire une analyse entre toutes ces images et qui va en sortir une image qui contiendra à la fois les détails dans les parties sombres et dans les parties claires, qu'on appelle donc une image HDR, High Dynamic Range, donc avec une plage dynamique large, c'est-à-dire qui contient tous les détails en tout cas, qui est largement supérieur à ce que pourrait faire votre appareil photo en une seule prise, même si les capteurs s'améliorent de jour en jour, on n'en est pas encore à avoir des photos qui sont l'équivalent de l'HDR. Et puis un autre logiciel que j'utilise aussi qui est très intéressant, qui s'appelle Hugin, H-U-G-I-N. Son but c'est de faire des panoramas, c'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs photos qui vous entourent en fait, hein, d'un environnement qui vous entoure, et puis vous allez pouvoir coller ces photos les unes aux autres pour en faire une seule grande, voire faire carrément une sphère qui vous entoure, et on utilise énormément ces informations qu'on appelle parfois des light probes, alors c'est un dérivé des light probes. Le but, c'est si par exemple vous devez intégrer un robot dans une rue ou ce genre de choses, si votre robot est métallique, la rue va se refléter sur lui. Et donc, on va placer un trépied à l'endroit où doit se trouver le robot, on va prendre plein de photos de l'environnement qui nous entoure, ces photos vont être raccordées entre elles pour faire une sorte de sphère. C'est la réflexion, c'est simplement la réflexion. Et cette sphère va venir se refléter dans le robot, donc vous avez véritablement l'impression que le robot est là parce que les bâtiments qui sont là se reflètent dedans, ou ce genre de choses. Donc Hugin, c'est vraiment dans le monde Linux, mais aussi Windows, il me semble, et macOS, je crois qu'ils existent sur ces 3 plateformes. C'est vraiment la Rolls-Royce du genre. Il a vraiment énormément de possibilités et il est capable de prendre des images HDR préalablement par exemple traitées par Luminance HDR, donc on a vraiment une sphère qui contient toutes les informations de lumière dans l'environnement autour du robot qu'on veut intégrer ou de tout autre élément qu'on veut intégrer, ce qui nous assure à peu près un rendu très très réaliste en relativement peu de moyens, dirons-nous, même s'il faut retoucher quand même quelques petits trucs parfois. C'est-à-dire que c'est la rapidité quand on dit très peu de moyens, c'est par rapport à ces outils-là, ça nous permet d'accélérer le processus du trucage. Avant l'utilisation de ce genre de technologie, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une boule de polystyrène, on la mettait là où devait se trouver le robot, on prenait une photo de la boule de polystyrène, et puis si on voyait qu'en haut à gauche de la boule de polystyrène c'était rouge, on plaçait une lumière rouge à la main, ce genre de choses, et donc tout ce processus était fait de manière purement par rapport à l'observation, alors que maintenant on a des données qui sont prises du monde réel directement, ce qui nous permet d'avoir énormément de détails assez rapidement. Rien n'empêche bien évidemment, et il le faut d'ailleurs, des retouches manuelles par la suite, mais ça donne quand même très rapidement une bonne approximation de l'environnement qui entoure l'élément qu'on veut intégrer. On a aussi, alors là on parle d'éléments qui seront utilisés par la suite pour la 3D, mais j'utilise généralement quand je dois faire ce qu'on appelle des animatiques, c'est-à-dire l'équivalent des prévisualisations dont on parlait tout à l'heure, des prévises, des petits dessins animés, des choses comme ça pour montrer un petit peu au client ce qu'on veut faire ou à la personne pour laquelle on travaille. Il y a un logiciel que j'utilise qui s'appelle Pencil, P-E-N-C-I-L, qui permet de très rapidement faire des petits dessins animés comme ça, et c'est très sympathique parce que ça permet tout de suite de donner le rythme, de voir comment ça se passe. Un autre logiciel aussi qui s'appelle Synfig, S-Y-N-F-I-G,
projet qui s'est lancé il y a peu dans un projet qui s'appelle le projet Morevna, de faire un dessin animé en fait en se basant uniquement sur des logiciels libres. Alors il y a Blender dedans, il y a principalement Cific, bien évidemment. Et c'est un logiciel qui grimpe et qui devient de plus en plus puissant. Donc pour les personnes qui s'intéresseraient cette fois-ci à l'animation 2D, plus traditionnelle, Cific, ça commence vraiment à être une solution vraiment viable. Et puis, on y revient toujours, il y a Blender, parce que Blender a un logiciel de montage qui est intégré dedans, et ça peut permettre de faire ce qu'on appelle un ours du montage, c'est-à-dire en fait une première version de tous ces éléments de prévisualisation, qui vont permettre en fait, avant même qu'on commence à modéliser le moindre objet, de lui donner une texture, de l'éclairer, de le rendre, de l'animer, de se rendre compte de ce que sera notre programme final, d'avoir le bon timing, de savoir quelle est la dynamique des séquences, et donc Blender, parmi ses nombreuses possibilités, a un module de montage intégré qui est de plus en plus puissant et qui d'ailleurs est très sympathique, qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, puisque il est basé sur un module qui s'appelle FFmpeg et qui a la particularité de savoir quasiment tout lire en fait parmi les formats vidéo qui existent. Et quand quelqu'un me donne parfois un format vidéo que j'arrive pas à lire parce que After Effects le lit pas, ou Premiere le lit pas, ou Windows le lit pas, vous le mettez dans Blender, sur la timeline de Blender du module de montage, et il y a quand même 99% de chances pour qu'il arrive à vous le lire et donc pouvoir éventuellement le convertir derrière. Ce qui peut vous sauver. Donc ça, bien sûr, je pense que d'autres auditeurs doivent le connaître pour les décompressions d'IVX, etc. Exactement, voilà. Pour le montage vidéo. C'est vraiment, voilà. Parfois, on vous donne un média, vous ne savez pas en quoi c'est encodé, rien ne veut vous le lire. Testez Blender, ça peut vraiment vous sauver la vie. En tout cas, moi, ça me l'a sauvé un paquet de fois. D'autres logiciels aussi, bien sûr, VLC, qui est un logiciel maintenant connu au-delà des sphères. Là, on le passe du cube au plot. Au plot. Il y a une évolution. Ouais. Un autre logiciel aussi que j'utilise qui s'appelle AVI Demux. Alors, comme son nom l'indique, comme son nom ne l'indique pas plutôt, ça ne gère pas que les fichiers AVI, ça génère plein de trucs aussi. Et ça permet de découper des fichiers en morceaux, de raccorder plusieurs fichiers, de faire des choses comme ça. Donc, c'est dans la trousse à outils de la personne qui travaille dans la vidéo de manière générale, c'est toujours très très intéressant à voir. Et puis un autre module qui est fait par un Français, il me semble, qui s'appelle EKD, qui n'existe à ma connaissance que sur Linux, mais je dis peut-être une bêtise, peut-être qu'il existe aussi sur Windows. Oui, je crois qu'il existe sur Windows, qui lui aussi est un autre type de trousse à outils qui est capable de faire énormément de choses et qui permet par conséquent en amont parfois de la 3D de préparer des éléments pour avoir des vidéos ou des textures ou des choses comme ça. Ensuite, on peut passer à la prod directement 3D pure. Vas-y, passe sur la prod. Dis-moi. Blender, bien évidemment, qui va vous permettre de modéliser les éléments, donc de créer les objets, de leur donner une couleur, leur donner une texture, les éclairer, les animer, ou de manière manuelle, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec des clés d'animation, ou alors de manière dynamique. On évoquait tout à l'heure la chute des corps, ça peut être aussi fait comme ça. Un autre logiciel que j'utilise qui s'appelle Meshlab, M-E-S-H-L-A-B. Ouais, vas-y. Qui permet de tripatouiller du polygone 3D dans tous les sens et de faire tout un tas d'opérations dessus. Et c'est par exemple si on n'a pas assez de ressources, on n'a peut-être pas optimisé pour mieux comprendre la notion des mèches, tout à fait. Qui n'a rien à voir avec la mèche et la dynamite. En gros, un élément comme, par exemple, on va prendre une voiture, va être composé de polygones. De polygones, c'est-à-dire des petites facettes. En Voilà. fait, imaginez une boule à facettes dans une boîte de nuit. Enfin, je sais pas si on a encore. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Imaginez une boule à facettes. Une boule à facettes, c'est quoi? C'est une sphère, mais constituée en fait de petits plans, de petites plaques. Et bien, tout le modèle 3D en fait qu'on crée dans un logiciel 3D, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des petites facettes qui, mis les uns à côté des autres, les unes à côté des autres, vont créer en fait un modèle 3D qui vont nous permettre de définir des formes plus ou moins complexes. Et ces facettes, parfois, elles sont en trop grand nombre, parfois elles sont complètement désorganisées, parfois elles sont dans un nombre trop petit, donc on a des coins assez anguleux plutôt que d'avoir des formes lisses et bien rondes. Donc Blender a déjà tout un tas d'outils qui permet de tripatouiller ce genre d'éléments afin de modifier la géométrie. Donc le mesh, c'est le maillage, donc de modifier la géométrie. Et puis Meshlab peut éventuellement venir rajouter encore une couche par-dessus au cas où Blender atteindrait... Donc, objectivement, c'est pour faire des corrections.
pour faire des Donc corrections. si par exemple on s'aperçoit que le pied, au lieu d'être arrondi, il a les pieds carrés, donc ça aide pas. Alors, on peut le faire directement dans Blender. MeshLab a aussi tout un tas de trucs un petit peu plus complexes mathématiquement parlant, tout un tas de fonctions. Par exemple, il y a une nouvelle mouvance, qui existe depuis quelques années, mais qui revient, qui s'appelle le Structure from Movement, c'est-à-dire ça consiste, la Kinect est capable de faire ça depuis quelques temps d'ailleurs, pour ceux qui auraient une Xbox, et je pense que tout le monde à peu près On a connaît déjà fait Kinect. des tests Voilà. avec notre groupe de démo, c'est assez hallucinant. Pour Donc récupérer la motion, on est capable en fait de prendre son caméscope, de se balader dans la rue et en fait il y a des logiciels qui analysent en fait chacune des images, qui essayent de faire des corrélations entre les images et qui vous reconstituent la rue avec un nuage de points. C'est-à-dire que ça ne va pas être des polygones, ça va être un peu comme des pixels mais dans l'espace. Vous avez un logiciel que j'utilise beaucoup en ce moment qui s'appelle Visual SFM. SFM comme Structure from Movement, donc la structure venant du mouvement, c'est-à-dire qu'on a filmé quelque chose en mouvement, quelque chose qui était fixe, c'est important, un bâtiment, un objet autour duquel on a tourné. Et puis on récupère en fait un nuage de points dans un nombre assez important, parfois des millions de points, et un logiciel comme MeshLab va être capable de prendre ce nuage de points et d'en faire un modèle justement, c'est-à-dire des facettes qu'on va pouvoir éventuellement récupérer dans Blender. C'est une manière à pas cher de se faire un scanner 3D par exemple, sans passer par quelque chose. Ce que j'ai souvenir de ça, c'est Microsoft qui avait lâché ces logiciels il y a quelques Tout mois à d'ici. fait. Alors un an. oui, ils l'ont fait. Je pense, pure supputation de ma part, mais ils l'ont fait tout simplement parce qu'en fait la Kinect avait été hackée par deux petits gars, et donc quand ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait une espèce de branche non officielle de développement de la Kinect qui était fait notamment sur Linux, ils se sont dit autant larguer les infos pour de vrai, comme ça on essaiera de rattraper un peu le coup, histoire de dire que c'est officiel et puis ça vient de nous, et donc ils ont fait l'API Kinect justement, qui est en fait tout un tas d'outils pour les programmeurs qui permettent d'utiliser la Kinect avec autre chose que la Xbox 360. C'est-à-dire qu'on peut la brancher sur un Linux ou sur un Windows, on peut la faire de la motion capture. Tout donc, à fait, oui. Notion de récupération de mouvement du corps. Pas toujours très précise, mais ça peut être utile pour de la motion capture très rudimentaire. Ça demande à être amélioré. Mon point de vue personnel là-dessus, ayant travaillé avec des systèmes de motion capture qui étaient des motion capture optiques, comme des Vicon et des choses comme ça, je pense pas qu'on atteindra la qualité d'un vrai système de motion capture, mais ça peut servir pour des émissions parfois où il y a ce qu'ils appellent des compagnons virtuels, c'est-à-dire une sorte de présentateur virtuel, comme il peut y en avoir, comme le Big Deal ou ce genre de choses si ma mémoire est bonne, où il y a vraiment des petits personnages 3D qui réagissent en live, en temps réel, avec des animations rudimentaires, mais qui n'ont pas besoin non plus d'être très très précises. Donc ça peut être effectivement des solutions pour faire ce genre de choses. Donc ça aussi, ça fait partie des recherches sur lesquelles les équipes de Blender en fait travaillent aussi, parce que c'est les mêmes techniques qui ont permis justement de faire le tracker 3D, c'est-à-dire ce module qui permet de recréer une caméra en 3D qui bouge comme la vraie caméra, qui a été utilisée justement pour Tears of Steel et qui s'améliore de jour en jour, puisque la prochaine version, la 2.67, qui devrait sortir d'ici peu, on croise les doigts, contiendra de nombreuses améliorations là-dessus, justement. Voilà. Ok, bon, on va faire une petite pause. On se retrouve tout de suite après une petite musique que j'aime bien, c'est-à-dire Limitless, si ça vous dit quelque chose. Oui.
Radio Cimatin, c'est Cyberculture et aujourd'hui on parle de 3D avec François Coyote. Re à toi. Re à toi. Attends, je monte juste un peu ton micro et avec Sensor. Donc là on arrive sur, il nous reste encore un quart d'heure d'émission, on peut parler 3D. Je vais ouvrir le standard, parce que là tu as déjà fait le tour ou tu as encore un truc J'ai encore un petit truc à dire, mais de toute façon je le fais très rapidement. Allez, on vient d'en parler avec Sensor, on va de toute façon essayer de... Parce que Sensor a réussi à parler ouais, mais je parle beaucoup avec moi. Tu sais, hein. On vient d'en parler, j'ai de toute façon fait une petite liste forcément de tout ce dont je vous parle, et je sais que j'ai un débit assez express parfois. Je sais qu'ici maintenant on a une page avec le blog, donc on va se faire une petite page, on mettra les liens vers toutes les applis dont je parle, qui permettra aux gens d'aller voir par eux-mêmes. Je finis juste sur la 3D, il y a un logiciel que j'utilise aussi de temps en temps qui peut être sympatoche, qui s'appelle Make Human, donc comme faire des humains. C'est un logiciel en fait qui permet rapidement de faire des personnages pas toujours très détaillés, quoi, qui devient quand même de plus en plus performant, mais lorsqu'on a besoin de faire une foule de personnages assez éloignés, qu'on n'a pas forcément envie de se taper 500 modélisations de persos pour en avoir des petits, des gros, avec un t-shirt jaune et un short, c'est toujours sympathique de pouvoir en générer assez rapidement comme ça. Et puis je parlerai juste pour finir des logiciels de montage, parce que c'est vrai que Blender a un module de montage, mais il y a dans le domaine du libre quand même des logiciels qui sont quand même assez performants là-dessus, notamment un qui est un peu l'ancêtre, qui s'appelle Cinelera, un autre qui est un peu un outsider en fait, qui s'appelle Lightworks. Alors ça c'était la bonne nouvelle de ces dernières années. Lightworks, c'est un logiciel qui a plus de 15 ans d'âge maintenant, qui a été utilisé en production sur de nombreux films, Mission Impossible, Hugo Cabret, ce genre de choses, et en fait il s'est fait racheter par une société qui s'appelle EditShare, et EditShare a décidé en fait de libérer le logiciel et de le porter sur Windows. C'était déjà le cas avant, Linux et macOS, donc c'est en train de se faire. C'est actuellement, en tout cas dans les jours prochains, le NAB à Las Vegas, qui est une espèce de gros salon de l'audiovisuel, et donc ils ont commencé à faire des démos de ça. Donc ça c'est vraiment un vrai logiciel de montage très professionnel. Et puis d'autres logiciels comme qui sont un peu les stars sous Linux, qui sont Kdenlive, donc KDEN Live, et OpenShot, et un petit nouveau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Shotcut, SHOTCUT, qui est très intéressant aussi, parce qu'il est capable de prendre en entrée des cartes professionnelles comme les Blackmagic ou ce genre de choses, et donc de pouvoir l'intégrer dans des, peut-être, on espère, dans des chaînes. Donc les Blackmagic, c'est cette capacité à pouvoir capturer des images et des séquences en HD. Capturer des séquences en HD avec un débit très élevé, qui sont ceux qui sont requis dans le domaine de la production audiovisuelle professionnelle. C'est pas du H264. C'est pas du H264, c'est vraiment des débits extrêmement supérieurs. C'est compressé, mais pas beaucoup, et de manière très faible, et donc par conséquent c'est des débits extrêmement importants qui demandent d'avoir une carte fille dans la machine qui s'occupe que de ça. Et du coup la question c'est comment l'interfacer après avec un logiciel derrière. Sous Linux c'était un peu le parent pauvre ces derniers temps, il y a eu beaucoup de développement là-dessus, et Shotcut est un des logiciels qui permet justement de taper directement dedans, et c'est ça qui est très intéressant. Et puis pour finir, les traitements du son, parce qu'on en a toujours besoin quand même quand on veut terminer son projet. J'utilise principalement un logiciel qui s'appelle Audacity, que beaucoup de gens connaissent, qui permet de faire de la retouche, du filtre, ce genre de choses. Et puis sur Linux, la grosse station sonore qui existe, c'est Ardour, ARDOUR, qui certains le comparent parfois à un Pro Tools ou ce genre de choses. Alors je ne suis franchement pas un spécialiste du son sur ce genre de choses, donc je laisserai aux autres les comparaisons. Et puis un autre qui sort ces temps-ci, qui s'appelle OpenOctave, dont le but est de générer des musiques d'orchestre ou ce genre de choses, donc des musiques assez complexes, et qui commencent à prendre... Quand tu dis générer, c'est-à-dire créer, ou générer, c'est-à-dire que tu fais un contrôle R et il va te faire un random. C'est créer à partir de rien, c'est-à-dire que... il fait un hasard. Putain, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de louer un orchestre, on lui dit joue-moi tel accord avec 5 violons et puis 2 contrebasses, et donc c'est comme si on avait un orchestre de 6 personnes devant nous. Ouais, c'est un petit peu un EJ mais professionnel. Tout à fait, voilà. Alors, il n'y a pas de connaissances. Professionnel, j'espère. Enfin, alors, là aussi, j'ai vu des gens s'en servir, mais je ne suis pas un spécialiste de la chose, donc je laisse les gens, en tout cas les musiciens un peu plus chevronnés que moi, s'en occuper, et comme ça ils pourront me dire ce qu'ils en pensent. Leur retour m'intéresse aussi. Voilà, j'ai fini mon petit tour. Ok, là je viens d'ouvrir le stand. Je viens d'ouvrir le standard, oui, effectivement. Vous pouvez appeler et vous poser des questions. Si vous avez des questions, là il nous reste encore 10 minutes. Un bon 20 minutes, 10 minutes, on va dire 10 minutes d'antenne. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, pour poser vos questions à François Coyote, qui parle plus vite que son ombre. Pas mal. Attends, on sent que là tu es en train de te chauffer, te réveiller.
Donc aujourd'hui, là il y a un slideshow qui tourne, on a vu tout à l'heure un slideshow, un défilement d'images, on va la faire à la canadienne, on va parler français. Il y a un défilement d'images qui tourne, un diaporama. Ces images donc, alors je vais juste les mettre en priorité. Putain, super régisseur, William. Voilà. Donc ça a été réalisé avec Blender. Voilà, ça c'est des images de Elephant Dream qui était donc le premier open movie qui a donné en fait lieu à la sortie de Blender 2.42 si ma mémoire est bonne, dans lequel il y avait toutes les améliorations qui étaient issues des open movies, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ces films qui sont faits par la Blender Foundation, qui sont financés, c'est des espèces de mini-prod qui sont lancés par la Blender Foundation, ont pour but de tester le logiciel, mais aussi de tester des choses qui sont en développement. Par exemple, la production de Sintel, c'était quand même, donc c'était le troisième open movie, c'était quand même un grand pari, parce qu'ils étaient en train de complètement recoder Blender en partant de rien, et en même temps ils étaient en train d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, de porter des anciennes fonctionnalités dans ce nouveau moule qui était la version 2.5, qui était donc la version en cours de redéveloppement total, et en même temps ils ont produit donc un film complet qui s'appelle Sintel, avec quand même énormément de détails. Là encore on peut lui trouver énormément de défauts, on peut avoir un regard assez critique sur la chose, mais quand on voit le nombre de personnes qui ont travaillé dessus, le temps qu'ils y ont passé et les moyens qu'ils avaient pour ça, c'était quand même un pari assez énorme. On a aussi des images qui pourront peut-être passer après, je ne sais pas, peut-être de Tears of Steel, je ne sais pas si tu les as. Je vais te passer ça, mais juste avant, il y a Thierry qui nous appelle et qui veut te poser, qui veut parler Blender. Oui. Thierry. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Moi je suis un peu néophyte par rapport à Blender, mais j'ai une question concernant la manière d'apprendre à se servir du logiciel, parce que sur Internet, les tutos sont le plus souvent, sinon tout le temps, des portions de ce que peuvent faire les logiciels et pas vraiment une vue d'ensemble, c'est-à-dire des exemples de projets avec un déroulement de A à Z, quoi. Alors, il y a déjà il y a un site francophone, parce que c'est vrai que tout à l'heure on a parlé beaucoup de sources d'apprentissage qui sont parfois des sources anglophones. Alors, faut pas se le cacher, parfois pour avoir certaines infos, il faut regarder des informations en anglais, mais on a quand même un site francophone en France qui est très très dynamique, qui s'appelle le Blender Clan, sur lequel on peut poser des questions. Et puis il y a aussi parfois des CD de formation. Alors moi j'en ai fait un particulièrement pour une boîte qui s'appelle Format CD, et puis des bouquins aussi, j'en ai écrit 2 du coup là-dessus. D'accord. Mais alors où est-ce qu'on peut se les alors Format CD, c'est sur le public, je veux dire. Oui, c'est à la vente. Alors dans toutes les librairies, je pense, pour les bouquins. C'est 2 bouquins que j'ai écrits pour les éditions Pearson, qui s'appellent Créer avec Blender, et puis le Blender Starter Kit pour la 2.6, et le format CD qui peut s'acheter sur le site formatcd.com, si je me souviens bien. Oui. Mais ce qui est en vente publique, enfin je veux dire, c'est il y a ce sont des tutos animés ou Alors c'est dans le cas de format CD, c'est des vidéos en fait. Des vidéos d'apprentissage, c'est-à-dire que vous mettez le CD dedans et puis je vous raconte un peu comment ça se passe et comment ça fonctionne. Voilà. Il y a tous les niveaux ou... Alors ce format CD là et les deux livres que j'ai écrits, notamment le deuxième pour le Blender Starter Kit, est spécialement fait pour les gens qui n'y connaissent rien, justement, à la base. J'ai essayé justement de faire quelque chose pour vraiment les gens qui sont néophytes, sans forcément que ce soit trop barbant pour les personnes qui s'y connaissaient quand même derrière. C'est toujours difficile de savoir où se placer quand on parle de ce genre de choses, justement à quel public on s'adresse. Les 2 livres que j'ai fait pour les éditions Pearson, notamment le premier où je n'étais pas le seul auteur dessus, mais il y avait plusieurs co-auteurs, on essayait justement d'avoir quelque chose d'un peu plus généraliste, où il y avait des ateliers qui pouvaient toucher un peu plus les débutants et d'autres qui touchaient les gens un petit peu plus expérimentés. Et puis le deuxième livre que j'ai réécrit, qui lui est fait pour toucher uniquement les grands débutants, si je puis dire. Donc ceux qui n'ont quasiment jamais fait de 3D de leur vie, parce que c'est possible de s'y mettre, même si on n'a jamais fait de 3D de sa vie. C'est tout à fait accessible, c'est juste une question de volonté, mais aussi de temps, parce que ça demande excessivement de temps. Et de cubes. Et de cubes. D'accord. Et alors
alors, une dernière question, c'est est-ce que le Blender demande beaucoup de puissance? Je veux dire, il y a une configuration minimale Alors, pour... c'est un logiciel qui a l'avantage de tourner sur des machines extrêmement modestes. Alors, bien sûr, selon la complexité des projets qu'on va vouloir faire avec, il faudra des machines plus ou moins puissantes, mais le corps du logiciel en lui-même ne pèse pas grand-chose, puisque déjà sur le disque dur, une fois tout installé, ça pèse moins de 100 mégas, si je me souviens bien, et environ le petit PDF qui va avec, et tout un tas de trucs comme ça, on peut même descendre encore largement en dessous. Et j'ai dans mon sac, par exemple, là, un netbook que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans pour 250 €, un truc comme ça, donc vous voyez, c'est franchement pas une foudre de guerre, et j'arrive à le faire tourner dessus. Alors bien sûr, je vous conseille pas de faire de la 3D sur un netbook non plus, hein, c'est pas vraiment fait pour ça, mais aujourd'hui, une machine telle qu'on peut en avoir dans les grandes surfaces pour je vais dire une bêtise, peut-être entre 400 et 500 € est tout à fait, même peut-être un peu moins, est tout à fait capable de faire tourner Blender, même si bien sûr, dès qu'on commence à se lancer dans des projets un peu plus imposants et un petit peu plus gargantuesques, on a besoin de plus de puissance. Mais le logiciel en lui-même, en tout cas, est un de ceux qui demandent, par rapport aux fonctionnalités qu'il propose, un des plus légers qui existent. Et avec 64 bits, il n'y a pas de problème, je veux dire, Ah non, de toute façon, le 64 bits, entre guillemets. tout à fait, le 64 bits n'est là en fait que pour gérer plus de mémoire que ne pouvait faire le 32 bits, hein, puisqu'on était limité à 4 Go, mais sous Windows ça se limitait à 3 en fait. Le 64 bits est là en fait pour pouvoir utiliser plus de mémoire que ne pouvaient les systèmes 32 bits. Donc il y a une version de Blender 32 bits et une version de Blender 64 bits sur le site blender.org. Vous pouvez choisir votre version, donc il est dispo pour Windows dans les deux versions, pour Linux dans les deux versions, et pour macOS aussi. macOS, je crois qu'il n'y a que la version 64 bits, à moins qu'ils aient gardé la PowerPC, je ne me souviens plus. Mais dans tous les cas, toutes les versions sont disponibles pour marcher sur toutes les machines, oui. Je peux poser une troisième question, parce que là, c'est un peu... revenir. Alors, je suis désolé, mais il reste quelques instants d'antenne et j'aimerais bien juste conclure l'émission. Très bien, je comprends. Merci beaucoup en tout cas. Merci Thierry. Salut à toi Thierry, ciao. À bientôt, au revoir. Alors de ici maintenant, c'est Cyberculture, on arrive sur la fin, là il nous reste 2 minutes pour conclure. Déjà merci Coyote François d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Ouais, bah oui, merci à Sensor de son intervention. Non mais il fallait que ça... pourtant j'ai mis ta musique, hein, j'étais sympa, en plus t'es arrivé en avance comme d'habitude. On va peut-être te retrouver sur l'autre émission si Olivier... Si tu ne mets pas trop de fessées, on va voir. D'accord, ok. Et puis on va essayer dans tous les cas de faire une page avec tous les liens vers les applications dont j'ai parlé, même un peu plus d'ailleurs, puisque j'en avais encore quelques-uns, mais j'en ai zappé quelques-uns qui étaient un petit peu moins importants. Donc voilà, de manière à ce que tout le monde puisse se plonger là-dedans et y passer... Non, mais on va faire ça les jours prochains, le temps qu'on fasse simplement ces fameux liens, tu m'envoies ces liens, et bien sûr on le dira, vous avez l'adresse, hein, hop, je l'ai mis sur le chat tout à l'heure. Donc c'est sur ici-maintenant.fr/cyberculture. Voilà, donc cyberculture, vous l'écrivez en majuscule, en minuscule. Normalement, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait une redirection. Attention, ça rigole pas en PHP. Haute technicité. Voilà, donc haute technicité et aussi normalement on a un miroir sur rim.gplost.com sur les émissions RIM comme rimcast, .gplost.com. Donc ça peut arriver aussi, on a des copies un peu partout de nos émissions. Remercie à toi, j'espère te revoir, même à l'extérieur, bien sûr, même pour d'autres, peut-être même d'autres émissions concernant peut-être la 3D ou d'autres choses, parce que là tu fais du dev aussi. Je fais du dev aussi. Parce qu'on a parlé de programmation tout à l'heure. Tout à fait, je fais aussi du dev en C++, en JavaScript, ce genre de choses selon ce qu'on me demande. Et puis j'aurai peut-être la possibilité de venir vous en reparler dans quelques temps. J'essaye de monter justement un site qui traite de l'utilisation des soft open source dans la prod. Ça peut être intéressant d'en discuter et de le présenter. J'ai une petite toux. Bon, allez, juste avant le petit jingle que j'ai pas mis depuis quelques semaines. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci François. 14h, 15h30, Cyberculture.